Bonjour à tous. Eh bien, je voudrais commencer bien sûr par remercier Richard de m'avoir invité et plus généralement pour ces journées toujours chaleureuses et intéressantes. Enfin, je ne dis pas ça pour mon topo, encore que j'espère que je vais être intéressant. Je voudrais aussi remercier Philippe Desruelles et Florent Fuchs qui ont une grosse expertise dans le domaine de l'obésité et qui m'ont transmis des contenus, des diaporamas qui m'ont aidé à préparer ce topo. Et je remercie aussi René Gabriel. C'est marrant, j'arrête pas de remercier, on a l'impression que c'est une cérémonie d'Oscar, mais je crois que j'ai rien reçu. Non, je voudrais remercier René Gabriel qui m'a donné donc l'article qui est maintenant sorti sur obésité et grossesse qui vient de paraître dans l'EMC. Et donc c'est bien parce qu'en fait c'est vraiment sur toutes les thématiques de la journée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire une chose. Je suis certain qu'il n'y a ici que des gens qui sont gentils et bienveillants, mais je constate quand même qu'un propos raciste, antisémite, homophobe, ça ne passe pas en staff, ça ne passe pas dans la vie, alors qu'une petite blague méprisante sur les personnes obèses, eh bien malheureusement ça passe. Et je trouve que ça questionne. Je crois que ça a à voir avec le fait que dans les représentations communes, on pense que la personne obèse est responsable de son état, alors que les causes sont évidemment, et on le sait bien maintenant, multifactorielles. Il y a beaucoup de causes, et alors est-ce qu'on se moque des gens qui ont un problème génétique ou épigénétique? Bien sûr que non. Est-ce qu'on méprise les gens qui ont un dérèglement hormonal? Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui a une hyperthyroïde avec un gros goitre, on ne se moque pas de lui. Est-ce qu'on s'amuse des troubles du comportement alimentaire? Quelqu'un qui a une anorexie mentale, on ne va pas rigoler de son faible poids. Et puis de façon générale, je ne pense pas qu'on nous apprenne à traiter différemment les gens en fonction de leur apparence physique. Alors, encore une fois, je suis sûr que tout le monde est gentil ici, mais je voudrais quand même réaffirmer par rapport aux personnes obèses, pas de mépris, pas de moquerie et pas de discrimination. Merci. Alors voilà le plan du topo, quelques chiffres pour commencer, un peu d'épidémio. Je vais parler donc des complications obstétricales liées à l'obésité. Un mot sur la trisomie 21 parce que le dépistage est particulier et a certaines limites en cas d'obésité. Et puis un petit mot sur les difficultés échographiques. Alors, on commence par les définitions. Le poids normal, c'est un BMI ou IMC entre 18 et 25. On parle de surpoids entre 25 et 30. Et ensuite, au-dessus de 30, c'est l'obésité. Et vous voyez qu'il y a 3 classes d'obésité, modérée, sévère et morbide, quand le BMI est au-dessus de 40. Alors, est-ce que c'est une question importante, l'obésité, quand on regarde au niveau de la prévalence des facteurs de risque qui nous intéressent en particulier pendant la grossesse? Vous voyez que finalement, l'âge au-dessus de 40 ans, l'HTA avant la grossesse, on est sur des prévalences qui sont entre 0 et 4%. Et comme le montrait Bruno, l'obésité, c'est 12%. Donc, au moins, en termes de prévalence, on peut dire que c'est une question qui est importante, mais vous verrez que ce n'est pas tout. D'ailleurs, dans les facteurs de risque auxquels on a vraiment tout intérêt à s'intéresser et à prendre en charge, il y a aussi le tabagisme. 16% de femmes tabagiques, c'est pendant la grossesse. C'est plus que ce que je pensais, mais c'est donc la dernière enquête nationale périnatale. Et comme le montrait Bruno, c'est un phénomène qui va en augmentant, puisque vous voyez que d'après les enquêtes périnatales, en 20 ans, le taux d'obésité a doublé, c'est 6% en 98. Là, je vais peut-être passer là-dessus. Un petit mot de la prévalence de l'obésité par région. Il y a des disparités nationales relativement importantes. Ça peut aller du simple au double.
l'Ouest 12%, Nord 22%. Là, ce n'est pas seulement les femmes enceintes, c'est toute la population. Vous voyez qu'en Alsace, contrairement à certaines idées reçues, la prévalence de l'obésité est légèrement supérieure à la moyenne, mais seulement de 2 points. Oui, Bruno, c'est marrant, là, tu vois, c'est la même carte de l'OMS. Alors peut-être que ce n'est pas le même code couleur, hein, mais du coup, pour moi, quand même, la France reste un des pays dans le vert, parce qu'en fait, c'est un vert, quand c'est entre 10 et 20. Je crois que ça dépend aussi des représentations. Alors, passons maintenant aux complications obstétricales. Mais je crois qu'on est au clair sur le fait que la prévalence de l'obésité est importante. Maintenant, on va s'intéresser à savoir, quels sont les risques de l'obésité pendant la grossesse. Et on commence par le premier trimestre. Il y a une augmentation du risque de fausse couche. Les fausses couches sporadiques, avec un odds ratio qui est assez peu important, mais on voit qu'il y a un risque qui est 3 fois plus important pour les fausses couches récidivantes. Alors, quelle est la cause de ça? Sans doute qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais quand on regarde le produit de fausse couche, en fait, il y a une plus grande proportion de cariotypes normaux, alors qu'il y a beaucoup d'aneuploïdies chez les patientes avec un plus faible BMI, et il y a des études en fait qui tendent à montrer qu'un des facteurs importants qui explique ces fausses couches à répétition, c'est le fait que chez les patientes obèses, il y a plus souvent une progestéronémie qui est basse. Alors de là à évaluer l'intérêt de la progestérone chez les patientes obèses, c'est pas prouvé, mais c'est quelque chose que les auteurs suggèrent d'évaluer. Parlons maintenant des complications de la grossesse, plutôt du 2e et du 3e trimestre. Et là, je reprends donc l'étude que Florent Fuchs avait fait en région parisienne sur 27 000 patientes, et qui est intéressante parce qu'en fait, qui regarde bien par classe d'obésité 1, 2 ou 3. Et alors, vous voyez que chez les patientes en surpoids et obèses, il y a plus de risques de troubles hypertensifs, plus de prééclampsie, plus de mort in utero, plus de macrosomie avec un poids de naissance supérieur à 4 kg et plus de macrosomie avec un poids de naissance supérieur à 4,5 kg. Et vous voyez quand même là que, contrairement aux histoires de fausses couches, les odds ratios, le facteur multiplicatif de risque, ils sont franchement importants. Et si on veut mettre en perspective avec d'autres facteurs de risque connus, alors prenons par exemple les facteurs de risque de prééclampsie, la primiparité, le grand classique, c'est en fait un risque fois 2 ou 3. L'hypertension artérielle préexistante, dont il me semble qu'on se préoccupe plus, et en tout cas qu'on craint plus que l'obésité par rapport au risque de prééclampsie, c'est un facteur de risque qui est de 2 ou 3. Eh bien, quand on a une obésité de classe 2, par exemple, c'est un odds ratio de 2,5. Donc, clairement, quand on met en perspective, non seulement l'obésité est quelque chose qui est fréquent, mais aussi qui est à risque, autant, si ce n'est plus à risque, que certains facteurs de risque qui sont connus et bien étudiés. Alors, évidemment, il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé et qu'il faut absolument évoquer, c'est le diabète gestationnel, puisque vous savez que l'obésité est un facteur de risque d'apparition d'un diabète gestationnel. Et d'ailleurs, c'est un facteur de risque aussi de diabète préexistant méconnu. Regardez ce travail d'un certain Desruelles, publié en 2017. Vous voyez que quand on est en surpoids, on a 2 fois plus de risque d'avoir un diabète gestationnel. Quand on a une obésité de classe 3, on a 6 fois plus de risque. Donc c'est absolument majeur. Et quand on sait les risques obstétricaux et pendant la grossesse qui sont liés au diabète, on peut se poser la question finalement, mais est-ce que les complications pendant la grossesse en cas d'obésité, est-ce que c'est l'obésité elle-même
ou est-ce que c'est l'obésité parce qu'elle induit un diabète? Pour répondre à cette question, je vous montre les résultats de cette étude cannaise rétrospective sur 1500 patientes. Et alors vous voyez que pour la prééclampsie, la mort in utero et le poids supérieur à 4 kg, en cas d'obésité sans diabète, eh bien les risques sont plus importants qu'en cas de diabète gestationnel sans obésité. Donc ça montre bien que l'obésité seule est un facteur de risque, en tout cas de prééclampsie, mort in utero et poids supérieur à 4 kg. Alors me direz-vous, quand on a diabète et obésité, ça doit être terrible. Eh bien regardez ce groupe-là, finalement les risques sont intermédiaires. Alors je commençais à me poser la question de pourquoi on avait ce résultat-là. Et alors, en fait, c'est très intéressant. En fait, ce que ça montre, c'est que quand il y a un diabète, eh bien, on s'en occupe. On donne des règles hygiéno-diététiques, on contrôle le poids, on va déclencher éventuellement en cas de suspicion de macrosomie. Bref, on va s'occuper de ces dames-là, de près, et ce faisant, on va les rendre moins à risque que l'obésité sans diabète, parce qu'on ne les prend sans doute pas assez en charge. Et quand on analyse en multivarié, en prenant en compte par exemple la prise de poids pendant la grossesse, eh bien finalement, ce qui reste le plus à risque, c'est l'association des deux. Mais donc on peut sortir 3 conclusions qui sont importantes. C'est que l'obésité, c'est un facteur de risque indépendant de complications obstétricales. Attention à l'association obésité et diabète, je crois que Philippe parle de diabésité, et clairement, intérêt de la prise en charge des patientes obèses avec ou sans, et même peut-être et surtout sans diabète. Alors, la prise en charge, ce sera traité plus tard. Ce qu'on peut dire simplement à ce niveau-là, c'est l'importance de dépister un diabète préexistant méconnu ou gestationnel. Et puis, Philippe nous parlera des règles hygiéno-diététiques, de la prise en charge pluridisciplinaire et surveillance renforcée. Voilà, je passe un petit peu pour gagner du temps et je vais vous parler de la trisomie 21. Donc là, toutes les patientes se voient offerte un dépistage de la trisomie 21. Il faut savoir quelles sont les limites en cas d'obésité. Tout d'abord, la question des marqueurs sériques. Donc vous savez que quand on fait une demande de dosage de marqueurs sériques, on regarde l'origine ethnique, etc. On regarde différentes choses parce que ce sont des facteurs qui vont modifier le profil des hormones. Et donc, il faut les prendre en compte pour pouvoir avoir un bon dépistage. Et donc, le diabète maternel, c'est une des petites cases qu'on coche, diabète oui ou non. Maintenant qu'on a dit que quand il y avait une obésité, il y avait un risque de diabète plus important, ça nous fait bien comprendre qu'il faut absolument dépister chez ces patientes-là le diabète au premier trimestre avec une glycémie à jeun, parce que c'est important pour la prise en charge, et c'est important aussi de le faire avant le dépistage de la trisomie 21 pour pouvoir bien prendre en compte le diabète chez ces patientes, parce que c'est ça qui va nous permettre de bien analyser les marqueurs. Dans les facteurs correctifs, d'ailleurs, des marqueurs sériques, PAPA et HCG, il y a d'ailleurs, vous le savez, le poids maternel. Or, la plupart tous les logiciels sont bornés en fait à 100 ou 120 kg. Donc une patiente qui pèse 150 kg, en fait, on va prendre en compte un poids de 100 ou 120 kg. Et en fait, il faut bien avoir conscience que quand il y a un poids important, au-dessus de 100 ou 120 kg, du coup, le taux de détection de la trisomie 21 par les marqueurs sériques diminue. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire forcément, mais en tout cas, il faut en avoir conscience, ce d'autant que la clarté nucale est plus difficile à mesurer. Alors, je vais passer un petit peu sur certaines études pour arriver plutôt à
la conclusion par rapport à ça, c'est que par exemple dans cette cohorte américaine de plus de 1600 patientes, vous voyez que le risque... Mince. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, j'ai raté le diaporama. Hop. Vous voyez que le risque de ne pas réussir à mesurer une bonne clarté nucale ou de devoir reconvoquer la patiente, il est d'autant plus important que le BMI est important. Et pour l'échographie, c'est vrai pour le premier trimestre, mais c'est vrai plus tard, mais en particulier pour la mesure de la nuque, ce d'autant que les marqueurs ne sont pas aussi performants que chez les patientes avec un BMI, enfin avec un poids inférieur à 100 ou 120 kg, il faut prendre son temps, faire une écho endovaginale et ne pas hésiter à refaire l'échographie, voire à référer avant 14 semaines pour être encore dans les clous. Alors le DPNI, me direz-vous, le DPNI malheureusement, ce n'est pas non plus la panacée en cas d'obésité, puisque comme vous le savez peut-être, on a un risque de non-rendu en cas de fraction fœtale faible. Or, plus le BMI est important, c'est ce que montre ce graphe, moins la fraction fœtale est importante. Et donc, plus il y a un risque de non-rendu, et les non-rendus, je le rappelle, c'est quand même pas seulement embêtant parce qu'on n'a pas de réponse, mais ça induit en plus un doute, puisque une autre cause de non-rendu de DPNI, c'est justement la trisomie 21. Donc voilà, je n'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça, surtout que les taux de non-rendu ne sont pas non plus si importants en cas d'obésité, mais je crois qu'il faut être très vigilant sur ce dépistage de la trisomie 21 chez les personnes obèses, et dans ce que l'on peut faire, c'est vraiment mesurer la nuque de la façon la plus rigoureuse possible. Dernier point maintenant, ce sont les difficultés échographiques, donc de façon un peu plus générale pendant la grossesse. Et c'est un point qui est particulièrement important chez les patientes obèses, puisque vous voyez que le risque d'anomalie fœtale est plus augmenté. Alors, on peut noter que finalement, les odds ratios ne sont pas très importants, à part pour la myéloméningocèle. Et vous savez que la paroschisis, en fait, le facteur de risque, c'est au contraire d'être maigre. Et donc là, l'obésité est plutôt un facteur protecteur. En tout cas, ce qu'on peut en dire sur ce qu'on peut en tirer comme leçon de ces chiffres-là, c'est l'intérêt d'une supplémentation en folate. Voilà. Alors, je comprends la polémique, je comprends la discussion. Je crois que mon sentiment, et j'imagine qu'il est partagé, c'est quand même qu'on a des preuves pour montrer que les folates, même de synthèse, même en supplément, permettent de diminuer le risque de myéloméningocèle. Et en attendant que tout le monde se nourrisse de façon appropriée avec... je ne sais pas s'il y a des folates dans le brocoli. Enfin voilà, en tout cas avec des folates dans l'alimentation. Il me semble que ça reste important de garder cette prescription-là, et vous avez tout à fait raison de le faire déjà en préconceptionnel. Alors, donc il y a plus de malformations en cas d'obésité, et évidemment, l'échographie est plus difficile. Là, c'est une diapositive de Florent qui montre que plus le BMI est important, plus le pourcentage d'examen complet est faible. Et d'ailleurs, je crois que c'est important de le dire, pour l'échographie, ce n'est pas tellement le BMI qui va jouer, c'est l'épaisseur pariétale. Alors, comment s'en tire au niveau du suivi écho? Alors évidemment, importance de l'écho T1, pas seulement pour la nuque, mais finalement, comme on peut faire une échographie endovaginale et avoir une bonne résolution avec cette sonde haute fréquence, eh bien, il faut en profiter pour regarder des choses qu'on aura peut-être plus de mal à voir plus tard, et je pense en particulier aux membres. Il ne faut pas se dire « Ah oui, tiens, je reverrai les membres au T2 ». Non, c'est déjà au premier trimestre qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de malposition, par exemple, ou la colonne. Ensuite, prévoir plus de temps pour l'échographie, c'est vrai pour le T1, c'est vrai également plus tard. Et je pense qu'en cas de difficulté, je n'ai pas
guidelines précises à donner sur à partir de quel BMI il faut faire plus d'écho, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire un contrôle intermédiaire vers 16-18 semaines. C'est intéressant parce qu'on peut encore faire une échographie endovaginale et on peut avoir une morphologie quasi complète, sauf pour le cerveau, à ce terme-là. Si d'ailleurs on prend le parti de faire une écho entre 16 et 18, dans ce cas-là, on pourra un petit peu décaler le T2 vers 23-24 semaines. Et évidemment, ne pas hésiter à référer si on n'arrive pas à bien voir. On ne verra pas forcément mieux que vous, mais bon, en tout cas, on se sera donné la peine. L'optimisation de l'ergonomie est très importante. Alors, je pense que ça, tout le monde sait ça, mais évidemment, il faut privilégier les sites d'exploration où la paroi maternelle est réduite. Et donc, dans ces zones-là, ou en sus ombilical, c'est ici que c'est le plus difficile. Et puis, il faut mobiliser le fœtus, mobiliser la patiente. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, eh bien, en fait, chez les patientes obèses, en particulier au 2e, au 3e trimestre, parfois, avoir la vessie pleine permet de rapprocher le fœtus de la sonde et avoir une meilleure qualité d'exploration. Et enfin, dernière chose pour l'échographie, je crois que c'est la plus importante. Alors, ce n'est pas l'objet du topo de détailler tous les réglages, mais je voudrais quand même vous rendre sensible à ce sujet-là, parce qu'en fait, on a l'habitude de ne pas se soucier des réglages, puisque finalement, on voit très bien, et c'est quand on a une patiente obèse, finalement, on voit beaucoup moins bien, et on n'a pas l'habitude d'optimiser de façon parfaite tous les paramètres que l'on peut pour le réglage. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est une patiente mince, et... Ah non. Il est très sensible, hein, ce Mac, hein, c'est le Mac de Richard. C'est quelqu'un de sensible, Richard, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, l'écho, c'est deux choses, c'est résolution spatiale, résolution temporelle. Résolution spatiale, là, vous voyez, c'est quoi ça? C'est le CREF. Vous voyez, d'ailleurs, il y a déjà la voiture de Richard qui est déjà arrivée pour préparer le café. Donc là, c'est patiente lambda. Quand on a une patiente obèse, comme les échos vont être atténués par la paroi, eh bien en fait, voilà, c'est ça la résolution spatiale qui va être moins bonne, ça va être un petit peu flou. Et c'est à ce moment-là que c'est très important de jouer sur tous les paramètres de la machine, la fréquence, une basse fréquence, parce qu'en fait, c'est ça qui permet d'avoir une meilleure pénétration dans les tissus, des harmoniques élevées, avoir une seule focale et vraiment au bon niveau, le gain, la TGC, la profondeur, le zoom optique et pas le zoom numérique, enfin bref, tout faire pour avoir l'image de la meilleure qualité possible. Alors en fait, au fond, ça reste un petit peu flouté, mais on arrive quand même à reconnaître le CREF. Deuxième chose, c'est la résolution temporelle. Alors en fait, c'est les mêmes paramètres, fréquence, harmonique, focale, etc., qui vont permettre d'avoir une meilleure résolution temporelle, et c'est important en particulier pour l'examen du cœur. Je ne vais pas vous faire tout le topo sur comment on règle ça, mais simplement pour vous amuser, je vous montre une petite vidéo qui illustre l'importance de la résolution temporelle. On a l'habitude de voir les diligences avec les roues qui roulent à l'envers, mais là je vous montre cet hélicoptère qui s'envole dans le ciel de New York sans battre des hélices. C'est impressionnant, non? Moi, je trouve impressionnant. Alors voilà, la conclusion. L'obésité, c'est un sujet important. Je crois que c'était finalement l'objet de mon topo. C'est fréquent, il y en a de plus en plus, et c'est un facteur de risque important de complications obstétricales. Pour la surveillance et la prise en charge, ce sera Philippe, mais on retient à ce niveau-là le dépistage du diabète et la supplémentation en folate. Vigilance quant au dépistage de la trisomie 21, et concernant les échos, il faut en faire mieux, plus longtemps et plus souvent. Avant de vous laisser, une dernière petite dia, mais que je vais vous laisser lire, avec des petits morceaux choisis d'un blog Vive les rondes. Alors évidemment, les blogs, c'est que les gens qui sont un peu énervés qui vont dessus, mais je trouve que
c'est assez instructif quand même de lire ce que certaines femmes peuvent ressentir à nos consultations. Merci. Bon, merci Nicolas. Tu as gagné 6 minutes, parfait. Ouais. On a la place pour 2-3 questions. Oui? Nicolas, Monica, je voudrais te demander, pour les femmes obèses chez lesquelles le DPNI n'est pas rendu, il y a un échec parce qu'il n'y a pas assez de fraction fétale, en dessous de 2%, j'aurais fait un nouveau DPNI qui est toujours pas rendu, il y a un échec. Est-ce que je peux proposer un légitime... de façon légitime, une amniosynthèse, un prélèvement? Alors, déjà, avant de répondre à ta question, quand le DPNI, on a un non rendu, c'est effectivement bien de refaire un contrôle, en particulier donc un peu plus tard, puisque la fraction fétale augmente avec l'âge gestationnel et donc le risque de non rendu est plus faible. Je dirais que c'est au cas par cas et ça dépend de quelle était l'indication initiale du DPNI. Si c'était, tu avais une bonne mesure de nuque, elle est plutôt jeune et tu as une écho parfaite et tu avais un risque à 1 sur 999. Pardon, entre 50 et 1000. Pardon? Entre 50 et 1000 que je vais demander un DPNI. 1 sur 50? Ah bah oui. Entre 50 et 1000, d'après les nouvelles recommandations. Oui. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre de si tu as un risque de 1 sur 999 et que tout est nickel par ailleurs, je n'irai pas forcément proposer une amniosynthèse. En revanche, si tu as un risque combiné à 1 sur 51, bah oui, là j'irai vers une amniosynthèse. Oui. Oui, là-bas. Micro. Par rapport à ta remarque, après, chez les patientes obèses, on sait qu'il y a plus de problèmes malfo ou aneuploïdie. Donc, 1 sur 999, tu as deux non rendus. Moi, si c'était le mien, je ferais la myosynthèse sans hésiter. Tu vois, tu flippes quand même beaucoup plus. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors après, de façon... Je crois que c'est une question qu'on peut avoir, et pas seulement sur les patientes obèses. Il ne faudrait pas que, il me semble, le DPNI... entraîne de l'iatrogénie, c'est-à-dire tu as un risque de 1 sur 999, tu n'aurais rien fait il y a encore 3 ans, parce que tu as un DPNI négatif, du coup tu fais une amnio. Parce que tu as un DPNI non rendu, du coup tu fais une amnio. C'est quand même un petit peu gênant et je pense que c'est au cas par cas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les patients, ça c'est certain, la question se pose, mais on ne peut pas donner une réponse univoque dans cette situation. Non, c'est sûr, mais est-ce que ton risque est toujours de 1 sur 999 quand tu as deux DPNI non rendus? On sait que les DPNI non rendus sont suspects quand même. Est-ce que finalement, ça n'augmente pas ton risque? 1 sur 999 plus 2 DPNI. Alors, c'est pas suspect, c'est légèrement suspect parce que c'est vrai qu'il y a plus de risque de non rendu en cas de fraction fétale faible. C'est des choses qu'en fait on peut discuter directement avec les biologistes. Alors, s'il y a une collagénose, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer le fait qu'il y ait un non-rendu. Et donc, en fonction, mais encore une fois, c'est du cas par cas, oui, pourquoi pas un prélèvement. Question encore, quelque part? Non? Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci.